dans un premier temps, partir des enjeux éthiques de l'écriture du réel, en général, et de l'écriture autobiographique en particulier. Alors, pardon s'il y a des répétitions de choses que vous savez déjà, mais c'est juste pour essayer de vous situer mon propos. Euh, Vous parlez des quelques cas de figure typiques et des postures d'auteur pour éviter la judiciarisation de cette littérature autobiographique ou autofictionnelle. En tout cas, de la littérature qui prend en charge une réalité dont elle ne peut pas s'abstraire. Puis je parlerai plus précisément de ma propre pratique en évoquant quelques cas d'autocensure ou de censure avec plein de guillemets, euh, et aussi dans quelle mesure la pratique finalement de l'écriture autobiographique peut être considérée, je crois, à plusieurs égards comme une pratique d'autocensure euh, dans certains cas. Euh, Ah, non, ça risque pas parce que je lui ai pas mis un petit peu si vous voulez avec ça maintenant que je suis. Alors, dans un premier temps, donc, ces enjeux éthiques de la représentation du réel en art et en littérature euh, vont soulever différentes questions. Celle du pacte autobiographique, qui est aussi un pacte référentiel, donc qui impacte la totalité de la parole de l'auteur, narrateur, personnage. On ne peut pas se contenter de dire ah, bah, c'est ma vie. Non, tout ce qu'on dit est considéré comme étant vrai. La responsabilité euh, donc du locuteur, de l'énonciateur, qui recouvre donc à la fois la question de l'autorialité, celle de l'authentification, puis la question de la vérité, puisqu'on est censé être en phase sincère, authentique, en étant euh, le champ du témoignage, ce qui entraîne des conséquences qu'il faut assumer. Et c'est donc une écriture qui est engagée. Il y a une incidence sur le réel, puisque peut pas s'abstraire du fait que bah, cette écriture-là n'est pas seulement représentation, elle est production, elle est événement, elle est acte. Et enfin, des implications esthétiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas de dénégation possible. On ne peut pas avoir ce plaisir de se dire je retourne à mes pénates après ma lecture. Non, c'était vrai ce qu'on disait, avec cette dimension documentaire. Alors, pardon de revenir sur ce tableau fondateur, mais il l'est pour moi. Et je reviens rapidement, ne vous inquiétez pas, parce que je trouve qu'il souligne à quel point le nom de l'auteur, le nom propre, en fait, est l'embrayeur du pacte. C'est-à-dire que finalement, il prétend croiser le pacte d'un côté et le nom de l'autre. Mais en réalité, on voit bien que quand il n'y a pas de pacte, eh bien, c'est quand même le nom qui l'emporte. On est dans un roman si c'est pas le nom de l'auteur, et on est dans une autobiographie si c'est le nom de l'auteur. Donc finalement, ce nom propre, il est capital. Et il va l'être dans le pacte autobiographique. En gros, hein, euh, je considère, comme lectrice et comme écrivaine, que la question du nom est centrale. Si je mets mon nom, vous avez le droit de considérer que c'est de ma vie que je parle. Si je ne le mets pas, vous n'en avez pas. Bon, j'y reviendrai, évidemment. Ce, donc, ce tableau qui date de 75, c'est dans le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, page 28, il va être évidemment, vous le savez, complété 2 ans plus tard par la version de Serge de Brodsky qui, dans Fils, décide de remplir cette case veuve par le mot autofiction, extrêmement dévoyé depuis, mais qui est donc extrêmement pratique d'un point de vue marketing et qui ne cesse euh, de, de faire parler, alors que ce soit ici, que ce soit en France,
On est toujours, je suis encore tombée hier sur un article en Suisse sur l'autofiction qui revenait sur un certain nombre de clichés. Est-ce un remède au manque d'inspiration? Pour certains, l'autofiction serait un remède à l'impuissance de l'imagination, une manière pour les autrices et auteurs de notre époque d'écrire sans avoir à inventer des personnages, des histoires d'utopie. C'est vraiment très difficile, hein, des personnages. Au contraire, pour Nathalie Piéguet, l'autofiction permet de réinventer l'histoire en intégrant des éléments contemporains, hein, comme le destin des femmes, par exemple, dans le cadre du roman de Laurent Mofion. Vous voyez, on parle toujours. C'est vraiment, j'ai tapé autofiction dans l'actualité hier. Voilà. Donc, c'est fascinant, le destin de ce concept. Bon, évidemment, cette case-là, autobiographie sans nom de l'auteur, elle reste veuve, mais on en a plusieurs exemples. Je pensais notamment à l'autobiographie d'Aristoclas. Et puis à plein d'autres qui sont finalement aussi des romans, mais des récits. Récits qui ne s'assument pas roman, mais il suffit de mettre autobiographie de quelqu'un, autobiographie d'une autre, autobiographie d'étranger, tout ça, ce sont des titres de romans. Donc, vous voyez à quel point le nom de l'auteur, finalement, est le décisionnaire de ce pacte autobiographique. Et donc, alors, je reviens sur la question de la responsabilité. À partir du moment où je parle en mon nom propre, je suis à la fois narratrice et auteur, et donc je suis responsable de ce qui est écrit, c'est-à-dire juridiquement et moralement. Je ne peux pas dire non, non, mais c'est mon personnage qui pense comme ça, c'est mon personnage qui parle comme ça, de la même manière que l'on fait, par exemple, certains auteurs. Immédiatement, je pense à Jonathan Littell, des Bienveillantes, hein, puisqu'on peut reprocher toutes sortes de choses à ce livre, sauf d'être l'émanation de la pensée de son auteur, puisque le personnage est un SS nazi et que son auteur ne l'est pas du tout. Donc, on a tout à fait le droit d'avoir un personnage moralement répréhensible s'il a sa pensée propre. En revanche, à partir du moment où je pose mon nom, c'est ma parole, donc c'est ma responsabilité. Donc, j'imagine que vous l'avez vu déjà un certain nombre de fois avec Mathilde. Cette question, je la... Non. Ok. Alors, l'autorialité, mais aussi donc l'authentification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je parle en mon nom, je me pose comme garante de ce que j'écris et de la véracité des faits que je rapporte. Je suis donc dans l'ordre du témoignage. Euh, à partir du moment où j'assume cette parole, je suis plus seulement en train de raconter quelque chose, mais je suis en train de vous dire, voilà ce que j'ai vécu, sous-entendu, ça, c'est vrai. C'est le contrat que je passe. Donc, si le personnage n'est plus seulement un narrateur, mais un énonciateur, son discours ne peut s'abstraire du réel. Il prend donc position dans le champ du réel. C'est vraiment l'embrayeur du nom propre implique ce passage. Et de la même façon, je suis plus seulement narratrice, donc je tiens un discours. Je tiens un discours dont je suis responsable. Et c'est assez impressionnant à un moment où on l'écrit de se dire, ce discours-là, c'est le mien. Est-ce qu'il représente vraiment ma vision du monde? Est-ce que finalement, je peux en assumer tous les aspects? Est-ce que je vais continuer à en assumer tous les aspects très longtemps? Je pourrais vous donner des exemples éventuellement tout à l'heure. Tout sera plus enregistré. Sauf que je ne suis pas sûre d'assumer. Moins pénalement. Non, pénalement, j'ai pas trop de problèmes encore. Je suis plus taraudée par la question morale que la question judiciaire. Alors,
Un autre enjeu, donc, c'est toujours cette vérité, c'est ce qu'implique le pacte. Le pacte autobiographique, donc référentiel, implique la sincérité et l'authenticité. Donc, le texte représente la subjectivité de son auteur, ce qu'il croit être vrai, ce que je crois être vrai. Il y a des choses que j'ai écrites il y a 7 ans, 3 ans, que je croyais vraies. Je ne suis plus tellement sûre que ce soit vrai, mais peu importe. Quelque part, il y a écrit que je pense ça. Donc, je vais continuer à assumer d'avoir pensé ça en telle année. Cela implique des choix esthétiques. Des choix esthétiques, par exemple, on va faire passer éventuellement le vrai avant le beau. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je reviens beaucoup dans mes cours de création, parce que, par exemple, c'est pas parce qu'un événement s'est passé 30 fois que vous allez le raconter 30 fois. Pourtant, si vous voulez rester dans le champ du témoignage, il faut le raconter 30 fois, cet événement. Donc, le choix de l'itération, par exemple, cela s'est passé 30 fois. Alors, imaginons que ce soit, je sais pas, peut-être une agression. Faut-il vraiment le raconter 30 fois? Ça va être insupportable pour le lecteur. En revanche, si on est dans un ordre judiciaire, si on est dans un ordre moral, bien sûr que le fait de le raconter 30 fois va être très important parce qu'on va pouvoir prendre conscience de à quel point cet événement est important, que sa répétition est importante. C'est quelque chose dont j'ai, autour de quoi j'ai beaucoup réfléchi, notamment pendant que je faisais ma thèse, je travaillais en même temps à côté d'une camarade qui s'appelle Valérie Cambon, qui a fait une thèse sur les récits des survivants du génocide rwandais, et dont beaucoup refusent qu'on appelle leurs livres des romans, même si ce sont factuellement des romans. C'est important pour eux qu'on ne dise pas roman parce que ça discréditerait potentiellement leurs paroles. Parce que ça pourrait. Ces gens-là n'ont absolument rien à faire de bien écrire. Ils n'ont absolument rien à faire d'être des écrivains virtuoses. Ce qu'ils veulent, c'est faire connaître ce qu'ils ont vécu. Mhm. Donc, le critère du vrai passe évidemment avant le beau. Et si un éditeur dit oui, mais là, il faut absolument que tu arrêtes de raconter cette histoire qui s'est passée parce que c'est insupportable et maintenant achève, vous pensez bien que c'est quelque chose qui est inentendable et impossible pour quelqu'un qui veut faire reconnaître une réalité dont il est victime. Alors, je prends l'exemple de la victime, il y en a plein d'autres, hein, mais en l'occurrence, je sens que celui-ci est parlant. Alors, quand je parlais avec Mathilde, elle m'a dit ouais, tu peux éventuellement parler du cas particulier du théâtre. Donc, j'ai consacré ma thèse à la vérité au théâtre. Donc, là, je vais faire cette petite parenthèse, même si ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de théâtre. Et puis, bon, notamment Bermude, ça va avec aussi un spectacle, 2 spectacles finalement d'ailleurs, Bermude terrible, et puis maintenant il y a Terrible de nuit, la compagnie Système Kangourou. Donc, je suis quand même encore un petit peu, j'ai une demi-main encore dans le théâtre. Dans le théâtre, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toujours un double énonciateur, puisque tout le théâtre fonctionne sur le principe de la double énonciation. C'est l'auteur et c'est le personnage. Donc, le théâtre autobiographique, il est soit l'autobiographie de l'auteur, performée peut-être par un acteur, actuellement, c'est le cas de figure le plus courant, disons, soit performé par lui-même. Il y a quelques auteurs qui se mettent en scène, mais c'est le cas aussi de tout le stand-up. Que souvent, si vous regardez le spectacle de gens qui nous racontent leur vie, très souvent, euh, ils se performent eux-mêmes. Mais ça peut être aussi l'autobiographie de l'acteur, qui à ce moment-là n'est plus tout à fait une autobiographie, parce que moi, dans Les Ruines rouges du siècle, par exemple, c'est une pièce d'Olivier Kemed, que je vous recommande, qui est super intéressante et que j'ai fini par voir au théâtre enfin il y a 2 ans, je crois. Sacha Samar performe son propre rôle, donc il incarne Sacha Samar, mais il est également, il est 2 fois sur la scène, quoi, finalement. Il est en tant qu'acteur et il est en tant que personnage.
En revanche, ce n'est pas lui qui a écrit la pièce, c'est Olivier Kemel. Donc, voilà, c'est un cas particulier. Finalement, ce n'est pas une autobiographie, mais c'est une autoreprésentation de soi. Puis, on a évidemment la question l'exemple du témoignage non-acteurs sur scène, puisque les non-acteurs sont de plus en plus présents sur scène. Et c'est le cas, par exemple, de Yolande Kagasana dans Rwanda 94. Rwanda 94, c'est un spectacle hybride de théâtre qui a été créé 10 ans après le génocide rwandais, donc en 2004, et qui commence par une performance d'une femme qui a contribué à l'écriture du spectacle. Vous connaissez peut-être ce spectacle-là. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller taper Rwanda 94 dans YouTube, vous avez une captation vidéo. Ça commence par donc cette femme, Yolande, qui s'avance, qui s'assied sur sa chaise, place publique, et qui dit je ne suis pas comédienne, je suis une survivante du génocide au Rwanda, et je vais vous raconter mon histoire. Et elle parle pendant 40 minutes et elle me regarde dans les yeux, elle regarde le public, et donc elle raconte son histoire, comment elle a perdu toute sa famille pendant le mois d'avril 1994. Évidemment, de temps en temps, elle pleure. C'est écrit dans le texte, finalement, qui n'est plus un texte programmatique, mais qui est un texte d'archives, qui le devient. Voilà. Et donc, on a ici quelqu'un qui se représente soi-même et qui donne une dimension de vérité, non seulement à ce qui est dit, mais aux matériaux, et qui se fait véhicule de sa propre vérité. Cette dimension de véhicule de sa vérité, ça peut aussi être la vérité du décor, donc la vérité de l'acteur, comme je viens de le dire, un acteur en l'occurrence, qui nous fait passer du champ de la mimésis dans celui de la performance. C'est un peu comme ça que j'envisage l'apport notamment de Stanislavski dans le théâtre, c'est-à-dire qu'à force qu'on soit dans une mimésis de plus en plus proche de la réalité, on a fini par tomber dans une production de réalité, notamment quand Stanislavski est le premier à faire venir des paysans d'un endroit très reculé de Russie pour incarner ces gens. D'abord, il leur demande d'enseigner leur accent, puis leur technique de tissage à ses comédiens, à son personnel. Puis, à un moment donné, est-ce que ça bascule? Est-ce qu'on commence à avoir des non-acteurs? Est-ce que... alors non, il n'y a pas de non-acteurs chez Stanislavski. En revanche, on va de plus en plus dans la vérité de l'accessoire, la vérité de la représentation, et de la même façon avec André-Antoine en France, quand il représente les bouchers, à le début du théâtre naturaliste en 1903, avec ses quartiers de viande qu'il va louer, mais en fait acheter chez les bouchers de Paris, et qui vont sur scène, qui restent sur scène, vrai quartier de viande, qui puent, et qui sont donc, là pour le coup, le pacte référentiel, plus en douter. Donc, le fait de passer du carton-pâte à des vrais quartiers de viande, bah, ça nous fait passer de la mimésis à la performance. Voilà, c'est un ultra résumé. Hein. J'avais dit que j'avais juste une toute petite parenthèse. Alors, bref, ma conclusion sur le pacte autobiographique, c'est le pacte autobiographique, ce n'est pas dire la vérité, c'est dire qu'on dit la vérité. Et ça, c'est vraiment, pour moi, peut-être le plus important. C'est-à-dire, si je vous raconte ma vie en vous disant que je vous raconte ma vie, vous êtes sommé de me croire. Et si je vous raconte quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, vous n'êtes pas la police, vous n'allez pas vérifier, vous êtes bien obligé de me croire sur parole. Voilà. Je pense que c'est quand même le plus important à retenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que propose l'auteur comme contradictoire. Et j'aime beaucoup cette citation de Sophie Letourneau dans Chasse à l'homme, qui dit « On présente souvent l'autofiction comme un mélange de vérité et de mensonge. C'est faux. L'autofiction n'est pas un cocktail. La représentation de la réalité et de la fiction importe moins que la performance par laquelle l'écrivain, l'écrivaine se met en danger, le geste par lequel il ou elle engage son corps, ses proches, sa vie. »
C'est donc une question de performance et non de ressemblance. C'est-à-dire, si je dis que je raconte ma vie, ça va avoir potentiellement des conséquences sur le réel. Ça va éventuellement, ça convoque déjà mon image, mon corps, dans l'esprit de mon lecteur. J'accepte qu'on lise le texte en pensant que c'est moi qui cette, ces faits-là. Ça veut dire que mes proches sont convoqués aussi. Ça veut dire qu'il va y avoir un certain nombre de conséquences à cette écriture-là. Donc, ce n'est pas anodin. En revanche, si je vous raconte l'histoire d'une femme française du monde qui est née dans les années 70-80 et qui a vaguement des attentes, enfin, qui a vécu des choses à peu près similaires d'après ce que vous savez avec moi, vous n'avez en aucun cas le droit de penser que c'est moi. Voilà, c'est tout. On peut jouer, bien sûr. Bien sûr que je sais que si mon personnage a des ressemblances avec moi, vous allez penser que c'est moi, éventuellement. Mais je ne suis que dans le jeu et dans la suggestion. Je ne suis absolument pas dans le... Il n'y a pas de nécessité d'assumer ce que je raconte, alors que ce soit dans Bermude, que ce soit dans... Alors, dans Bermude, c'est un peu spécial, on en parlera tout à l'heure, mais que ce soit dans mes romans précédents, soit la méthode Stanislavski, etc., ce sont des romans dans lesquels on peut... Effectivement, il y a des choses qui sont produites, il y a des choses qui sont inspirées de ma propre vie, mais pas tout. Donc, comme vous ne savez pas quoi, vous êtes prié de ne pas, vous ne pouvez pas inférer du fait que le personnage ressemble à l'auteur que tout ce qu'il vit est vrai. Parce que pas tout, donc pas tout, mais pas quoi. Alors, je reviens au pacte autobiographique. Donc, si on a un nom propre, l'auteur parle en son nom. Il y a continuité donc, entre le discours et le corps. Le fait même de dire je avec votre nom implique que c'est votre corps qui est le référent de la phrase. Donc, on peut penser à vous, on peut se dire que vous avez réellement vécu tout ce qui est raconté dans ce texte. Et tout ce que vous écrivez à ce moment-là peut être retenu contre vous. Chaque ligne écrite est aussi une prise de parole publique. Ça veut dire que si je publie quelque chose qui est énoncé sous mon nom propre, c'est comme si je faisais un discours. Ce que je dis, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, reflète ma vision du monde, ma parole m'engage. Je raconte ma vie, donc c'est censé, ça devient ma vie pour tout le monde. Je me souviens d'un exemple dans un séminaire de création où je demande un souvenir, je demande aux étudiants de me raconter un souvenir. Hein, c'est un des premiers travaux qu'on fait dans ce séminaire de création, souvent. Et j'ai un étudiant, auteur, j'ai publié, qui me un souvenir, où il n'est pas très sympa. Puis, il a ajouté un A. J'imagine qu'ils se sont coupables, etc. 3 semaines plus tard, il revient en me disant c'était pas vrai, hein, mon souvenir. C'est pas c'est vrai, hein, je n'ai pas fait ce truc que je te raconte. Je dis, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que le pacte, c'est le pacte. Maintenant, toute ma vie, je vais penser que tu as vraiment fait ça. On ne peut pas se dédire du pacte autobiographique. Une fois que le livre est publié, ouais, finalement, j'ai pas arrêté de fumer, c'était des conneries. Hein. Non, c'est pas possible. Ça implique une conséquence. Ça implique d'être conséquent avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que, bah oui, votre livre va être plus fort que vous. Vous aurez beau le démentir. Alors évidemment, quand c'est une copie à l'université, bon, mais vous aurez beau démentir ce texte, finalement, lui, il va rester. Ou, enfin, il va rester. Le texte, vaguement, hein, mais il est plus fort que vous. Donc, ma parole a des conséquences.
Et là, je parle de paroles performatives hein, dans l'écriture autobiographique. On a eu des outings. Le plus célèbre, c'est celui de Foucault par Guibert, un outing post-mortem, mais quand même, c'est un outing fort. Des aveux. Il y a encore récemment une autrice, je ne sais plus dans quel pays, qui s'était arrêtée pour le meurtre de son mari. Son livre le plus connu, c'était Comment tuer son mari. Des dénonciations, des règlements de compte. Le père de Christine Angot est mort un mois après la sortie de l'Inceste en 99. Je suis dedans. Des vengeances. Il y a par exemple Chloé Delhomme qui écrit pour tuer sa grand-mère. Je ne sais plus quel est ce livre qu'elle écrit pour tuer sa grand-mère. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle écrit, c'est ce qu'elle dit. Des dévoilements de secrets, des menaces, etc. Donc, ce sont des écrits performatifs, les écritures autobiographiques, et on doit les assumer. Mais en majuscule, car je crois que c'est mon mot préféré de la langue française. Assumer. Ouais. C'est pas le plus agréable, mais il est nécessaire. Alors tout ça, ça nous emmène vers une esthétique du réel. Alors oui, dans la mesure où la dénégation est interdite, c'est-à-dire que ce plaisir désintéressé dont parle Jeunette, Fiction et Diction, qui dit la fiction a pour trait typique et manifeste de proposer à son public ce plaisir désintéressé qui porte la marque du jugement esthétique. Entrer dans la fiction, c'est sortir du champ ordinaire d'exercice du langage, marqué par les soucis de vérité. L'énoncé de fiction n'est ni vrai ni faux. Le contrat paradoxal d'irresponsabilité réciproque qu'il noue avec son récepteur est un parfait emblème du fameux désintéressement esthétique. Il va de soi que quand on lit des écrits autobiographiques et référentiels, il est impossible de se désintéresser et de se déresponsabiliser. On n'est pas du tout dans le plaisir de la fiction. Alors, est-ce que quand il y a incarnation, il peut y avoir identification? Ça se discute. Ou est-ce qu'il n'y a que empathie possible? Il est évident que si je regarde une série de fiction, je peux m'imaginer prendre la place de l'héroïne, alors que quand je lis une autobiographie, je peux juste avoir de l'empathie pour cette personne qui existe déjà. C'est difficile de me mettre vraiment à sa place. Vous voyez la nuance. Mais quand même, des fois, j'arrive à me mettre vraiment à sa place. Peut-être quand l'écrivain est mort, c'est plus facile. Euh, il faut assumer les sentiments qu'on inspire à autrui. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée en fait d'un critique qui m'a dit on va peut-être un peu détester votre personnage. Alors, je suis allée voir à la fin de l'émission. C'est moi que vous détestez. Voilà. Mais évidemment, c'était quelqu'un qui essaie d'être poli malgré tout. Donc, c'est un projet impossible hein, quand on déteste l'autobiographie de quelqu'un. Et on m'a dit évidemment beaucoup, ça c'était mon papa quand j'avais 20 ans, tu es écrivain, mais c'est pas un roman, c'est un journal. Ou bien, ce n'est pas de la littérature, c'est de l'autobiographie, ça on me le sert encore beaucoup, y compris à propos d'autres œuvres que les miennes. Hein. C'est vraiment une conviction que j'entends même dans des colloques de littérature, c'était quand même terrible quand on considère que 90% de la littérature contemporaine est d'inspiration autobiographique au moins. Alors, pourquoi le choix de l'essai autobiographique? Parce que peut-être l'autobiographie, autobiographique, parce que c'est pas récit rétrospectif. En prose, oui, mais bonjour Olivier. Et parce qu'effectivement, l'essai met l'autobiographique au service des idées. Donc, de toute façon, comme je tiens un discours à partir du moment où je parle en mon nom, autant que ce soit au service d'autre chose que de juste raconter ma vie, puisque bon, raconter ma vie en soi n'est pas un projet qui m'intéresse spécialement. En revanche, si je veux réfléchir à quelque chose, je n'ai que ma propre expérience comme matériau sûr. Je peux difficilement imaginer l'expérience d'autrui. Je peux l'imaginer, bien sûr, mais je ne suis pas certaine que j'ai bon. Alors que quand je parle de ma propre expérience, je suis certaine que j'ai bon. Donc, d'où, à mon avis, le succès actuel de l'autothéorie,
qui permet effectivement de réfléchir avec un matériau autobiographique et qui permet aussi de s'abstraire de l'autofiction et de ces malentendus et donc du critère impossible de la ressemblance, puisque c'est quand même très problématique. Euh, Ils disent: «Oui, mais là, c'est vous». Non, c'est pas moi, la fille s'appelle Francesca, c'est pas moi, c'est bien. Et c'est drôle parce que, hem, même mon échange épistolaire avec Dubrovski, c'était là-dessus. J'ai beaucoup aimé Maxime, mais c'est doux quand même, c'est l'autofiction. Voilà. Alors, je je vois 2 mouvements, heu, historiques vers la littérature, du jeu. D'abord, après la mort de l'auteur théorisée par Barthes en 67 dans son cycle La mort de l'auteur, mais qui va aussi être rejoint par Dubrovski l'année d'après. On a donc dénié à l'auteur le droit d'être spécialiste de son propre discours. C'est quand même paradoxal, mais en tout cas, bon, c'est certains structuralismes qui est tout à fait compréhensible et intéressant, hein. Et je pense qu'il y a à partir de il y a une espèce de backlash, de réappropriation du discours par les auteurs sous forme de narrateurs personnages centraux qui sont impossibles à invisibilité puisqu'ils sont au milieu du bouquin. Et c'est sûr que quand on a un auteur qui est le sujet de son livre, bah, ça va être compliqué quand même de lui dire que c'est pas lui qui a le dernier mot. Il y a quand même dans l'écriture autobiographique une volonté d'avoir le dernier mot, de donner du sens à la vie, même quand la vie n'en a aucun. Dans votre livre, elle en a. C'est vous qui décidez même lequel elle a. Euh, donc voilà, ce concept d'autofiction qui naît en 77, il me semble qu'il procède aussi de cette volonté de nommer une littérature qui existe depuis toujours, hein, qui est présente depuis très longtemps, peut-être pas toujours, mais en tout cas au moins depuis Montaigne. Euh, et puis le deuxième mouvement aujourd'hui, ce que moi en tout cas j'éprouve, c'est une tendance à la prudence et au repli sur soi, de peur de dire des bêtises sur les autres et de peur de se risquer à prendre la place d'autrui, éventuellement à se le faire reprocher. Euh, donc, pas seulement l'appropriation culturelle, mais aussi une façon de, si je sors de moi, est-ce que j'ai encore bon? Est-ce que j'ai encore cette légitimité? Euh, voilà, c'est à mon avis le mouvement actuel qui aussi justifie ce, ce recentrement autour d'une littérature autobiographique. Alors, ça fait juste je suis sur mon ordi, mais pas sur celui-là, ça marche pas. La question de la légitimité, elle est, euh, elle est multiple. D'abord, donc, je suis mon propre cobaye, je suis spécialiste de ma propre vie, je ne risque pas de me tromper. L'autobiographie est aussi une forme d'autocensure où, dit la fameuse Nathalie Piéguet qui parlait hier à nos amis journalistes suisses, euh, peut-être c'est une forme de modestie. Alors ça m'a beaucoup interpellée, ce terme de modestie, et je me suis rendu compte que moi-même, j'avais commencé à écrire des essais autobiographiques assumés comme tels euh, au Québec, mais qu'avant, j'avais de plus en plus recentré mon écriture sur moi-même en émigrant, d'abord à Prague, puis à Montréal. Et c'est pas totalement un hasard. Il y a une façon de dire, OK, si je veux parler des autres que moi, est-ce que je sais vraiment ce que je dis? Est-ce que je comprends bien où je suis? Est-ce que je comprends bien ce qui se passe chez les autres? Alors que si je parle de moi, ça va, c'est ma cour, c'est aussi mon intimité à moi. C'est une forme c'est ma coquille d'escargot que je l'emporte avec moi où que je viens. Euh, donc, je n'ai que ma propre expérience pour essayer de comprendre l'autre. Et en même temps, ce jeu
j'aimerais, dans l'essai autobiographique, qu'il soit plus grand que moi. C'est-à-dire que je vais peut-être auto-censurer, pour le coup, des détails qui me semblent ne concerner que moi-même. Et que ce jeu, il va valoir pour plus que moi si j'arrive à le rendre non moins intime, mais un peu plus, pas universel, parce que le mot commence à être galvaudé, mais en tout cas plus fédérateur. C'est-à-dire que plus de personnes que moi-même vont pouvoir peut-être s'y reconnaître. Alors, évidemment, le paradoxe de la réception de l'autobiographie, c'est toujours celui-là, c'est-à-dire que dès que vous dites c'est un roman, ce qui était le cas pour mes romans Grasset, ce qui est le cas pour Bermude, on vous dit c'est vous, ah, reconnu. Ouais. Alors que si vous dites c'est moi, par exemple, je me suis retrouvée avec une critique dans la quinzaine littéraire qui dit c'est quand même un hasard un peu gros que dans le couloir de l'hôpital, ce soit le même que celui où elle est allée voir son ami un an avant. Mais croyez-vous, je l'aurais écrit si c'était pas le même. Franchement, je veux dire, c'était justement tellement drôle qu'on peut pas l'écrire si c'est pas vrai. Voilà. Donc, c'est assez drôle de voir toujours qu'on essaye c'est l'ère du soupçon. Hein. Vous pouvez lire l'ère du soupçon, l'article de Sarraute qui date de 1950. On dirait qu'il a été écrit hier. C'est formidable. On est toujours en train de soupçonner l'auteur de nous manipuler en nous racontant le contraire de ce qu'il nous dit. Alors, évidemment, l'écriture autobiographique va avec un certain nombre de critiques et de discrédits qu'on tente de porter. C'est assez récurrent. Hein. Alors évidemment, le premier reproche est toujours le narcissisme. Euh, on me fait sourire parce que les gens qui n'écrivent pas sur eux sont tout aussi narcissiques que ceux qui écrivent sur eux. C'est juste qu'ils le cachent mieux. Auto-centré, mais là encore, voilà. Impropre à représenter le monde, alors, en opposant intime et universel, ce que je m'efforce de ne pas faire, puisque je pense que précisément, c'est les choses les plus intimes qui sont les plus susceptibles de réunir le plus de personnes. On lui reproche un manque d'imagination. Alors là, je suis désolée, j'ai commencé par écrire des polars. Vraiment, j'ai plein d'idées de polars. Il n'y a aucun problème. Je pense que je vais passer ma retraite à écrire des polars pseudo. Mais voilà, c'est absurde, si vous voulez, ce reproche du manque d'imagination. C'est deux projets différents. On peut tout à fait faire cohabiter un projet où on s'évade, comme on dit, un projet où on creuse. Une autre critique, c'est que le genre autobiographique est rebattu. Bon, oui, c'est vrai, mais c'est Montaigne, euh, pas hier, il est rebattu depuis longtemps. Il est souvent féminin, ça c'est formidable, et j'ai retrouvé évidemment plein de choses très intéressantes dans le livre qui est sorti récemment chez Zone, qui est Comment torpiller l'écriture des femmes. Et évidemment, hein, le reproche de oui, les femmes qui écrivent leur vie, les femmes qui écrivent leur vie, c'est Annie Ernaux, hein, le jour où Annie Ernaux a eu euh, le Nobel. Mon feed Facebook est rempli de combattants de tous bords. Et qui disent que, bon, alors évidemment, l'écriture de soi est une écriture pauvre, est une écriture syntaxiquement simple, est une écriture qui raconte des trucs pas propres. Hein, voilà, ouais. Ça un peu dégueu quand même. Hein. Et puis, c'est à la mode. Alors, c'est à la mode, c'est génial, parce qu'effectivement, c'est là où je reviens à Montaigne et à Rousseau. Je me dis quand même, ils sont vachement à la mode. Voilà. Et puis, c'est pas des femmes en plus. Donc, mais quand même. Donc, ces critiques sont pas une forme de censure, bien entendu, on est d'accord, mais elles sont d'abord convenues, elles rejettent le débat et elles refusent de reconnaître une singularité d'œuvre. Et surtout, alors le reproche que je préfère, c'est que c'est un genre amoral. Parce que
il fait fi des autres, il est sur soi, il essaye de se mettre en valeur soi-même. Voilà. Ce qui me semble toujours le pire qu'on puisse reprocher à quelqu'un. Euh, alors, je vous demande pardon pour ces autocitations, parce que ce sont des autocitations, ce que je trouve une fatuité terrifiante, mais bon, je commence à avoir l'âge, je me le permet. Il se trouve que je parle ici du tribunal médiatique qu'a subi Dubrovsky en 1989, quand le livre Brisé est sorti. Vous pouvez trouver sur le site de ina.fr cette émission dans laquelle Dubrovsky donc, vient présenter son livre. Sa femme est morte en lisant un des chapitres de son livre. Et donc, le lancement de Bernard Pivot, qui est le grand présentateur de l'époque de la littérature à la télé française, c'est a-t-on le droit, par amour de la littérature, par amour de sa littérature, de désespérer son conjoint au point de le pousser au suicide. Je le connais par cœur. Hein. Voilà. Et donc, le gars présente Dubrovsky qui est dépressif, qui est vraiment qui a perdu sa femme quand même. Hein, et qui, en plus, quand vous lisez le livre, bah, il est triste de l'avoir perdu sa femme, il l'aimait. Vous avez une relation compliquée, mais quand même. Donc, c'est comme ça qu'on présente Dubrovsky, en précisant aussi qu'il est juif, d'ailleurs. Oui, c'est l'écrivain juif qui a tué sa femme en écrivant son livre. C'est quand même quelque chose. Et donc, ce topos du genre indigne revient beaucoup dans le tribunal médiatique. Dubrovsky écrira tout un chapitre où il revient sur l'émission Apostrophe et sur cette espèce de jugement dernier, hein, finalement, où on lui dit, mais vous êtes là, et elle est morte. Alors, il ne l'a pas tuée, hein. Elle a bu une bouteille après avoir lu le chapitre et elle est morte, mais c'est pas lui qui n'a jamais voulu la tuer non plus. Hein. Et puis il raconte tout ça en se flagellant beaucoup dans son livre. Donc, genre indigne, le genre qu'on aime haïr sans l'avoir lu, parce que c'est avec sa propre matière qu'on a tissé l'écrivain et qu'elle n'est pas digne d'intérêt, parce qu'il n'a pas eu la décence d'inventer quelque chose pour se cacher derrière. Et c'est le risque de l'autofiction, le tribunal des lecteurs. Ce n'est pas seulement votre talent que l'on juge, mais votre intégrité morale. Si vous avez le malheur qu'on vous reconnaisse un peu, qu'on vous sorte de l'anonymat, bref, si vous avez réussi votre pari d'écrivain, assise médiatique pour jugement dernier, l'autofiction comporte bien souvent l'autocondamnation de l'écrivain qui écrit au fond pour purger sa peine. Et là, c'est clairement quelque chose qui concerne Dubrovsky, puisque Dubrovsky n'arrête pas de s'auto-flageller et finalement de publier son livre aussi par culpabilité d'avoir provoqué plus ou moins la mort de sa femme. Mais c'est ça, hein, l'accusation, c'est un bon écrivain. C'est parce que c'est un bon écrivain que son livre a eu une conséquence et donc que son écriture a été performative et donc que cette femme s'est suicidée. C'est pas vraiment suicidée, elle a une overdose d'alcool. Mais voilà, c'est cette construction intellectuelle-là qui condamne finalement le fondateur l'inventeur du concept autofiction. C'est mon dernier tableau. Donc, autocensure et censure. Alors, plutôt, disons, j'ai essayé de réunir ici les cas de figure dans lesquels, dans l'écriture autobiographique, on peut être, ou il me semble qu'on peut être, dans un de ces cas de figure d'autocensure et de censure. Alors, pour l'autocensure, on a d'abord le soin des autres, c'est-à-dire, si je prends soin des autres, je ne vais pas vouloir leur faire de mal, je vais essayer de les ménager. Je vais donc m'auto-censurer pour essayer de ménager les gens auxquels je tiens. Puisque quand je raconte ma vie, c'est quand même très difficile de ne pas raconter la leur aussi. La peur des autres, ça va être la peur des représailles, chantage, peut-être. C'est pas exactement la même chose, hein, malgré tout.
Mais on peut aussi pratiquer la négociation. C'est ce qui a eu lieu, par exemple, entre Emmanuel Carrère et Hélène de Vinck au yoga. Emmanuel Carrère renonçant à plusieurs pages de son livre parce qu'elle le lui demande. Finalement, il en publie quand même certaines et puis elle fait une sortie médiatique pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec ça. Donc la négociation n'a pas tout à fait abouti, mais elle a quand même abouti à ce qu'il y ait des pages qui soient enlevées du livre. L'accueil des autres, qui est la solution choisie par un écrivain qui s'appelle Mathieu Simonet, que j'ai invité il y a quelques années au Cric. Et puis je crois que le titre de la conférence était « Et tes personnages, ils en ont pensé quoi de ton roman ?» où Mathieu est quelqu'un qui il a une écriture accueillante pour les autres, donc il ouvre ses manuscrits à tel point qu'il y a des paragraphes entiers qui sont euh, la parole d'un tel ou tel personnage, le journal d'un tel, un tel, on lui a posé telle question, il a répondu ça, voilà. Et ça devient une espèce de coupe de poing comme ça, très vivante. Évidemment, une autre option serait l'effacement des autres. Alors, dans une certaine mesure, on peut pas toujours faire ça, hein. Mais euh, d'ailleurs, j'aimerais insister sur le fait que l'effacement des autres n'est pas toujours une meilleure solution pour prendre soin d'eux. Il y a les gens sont parfois très blessés aussi que vous les effaciez. C'est quelque chose de violent aussi d'effacer les autres de votre histoire. Alors, l'option courante étant la fictionnalisation des autres, des alliages. Souvent, j'ai 2, 3 personnages qui finissent par n'en être plus qu'un, aussi pour des raisons littéraires, finalement, puisque ce personnage, est-ce qu'il a besoin d'en avoir 3, des personnages, ou un seul suffira mais aussi des métamorphoses, des travestissements. Et alors, ce que j'ai vécu plusieurs fois, c'est de travestir quelque chose, par exemple, de changer la situation, le métier d'une personne, et que le temps que le bouquin soit écrit, ça se passe, La personne s'y conforme. c'est hallucinant. C'est très troublant. J'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour essayer de l'épargner. La personne est allée se mettre dans cette situation. Et alors, en termes de censure, on a les conseils de l'éditeur, sollicités ou non. Par exemple, je pense que c'est dans la méthode Stanislavski que j'avais envie à l'époque de raconter la venue à Rome d'un philosophe très connu, qui était très désagréable pendant les 24 heures qu'il a passé à Rome. Et donc, j'avais consacré 2, 3 pages à ce séjour. Et j'ai assez vite compris que mon éditeur considérait que c'était totalement impossible de sortir ces pages dans mon livre. Elles n'y sont donc pas, car finalement, c'était plutôt de l'ordre de l'anecdote. Euh, le gars est devenu vraiment d'extrême droite depuis, donc j'espère que j'avais bien raison. Mais peut-être que littérairement, c'était pas la peine. Conseil juridique sollicité par l'éditeur éventuellement. Donc, évidemment, si vous avez, par exemple, un manuscrit qui parle d'un fait divers, bah, évidemment que l'éditeur va tout de suite avoir un conseil juridique pour voir. Là, par exemple, en France, je sais que sur l'affaire Grégory, on n'avait pas le droit de faire parler les vivants, mais on pouvait quand même imaginer faire parler les morts, si je me souviens bien. Mais c'est intéressant parce qu'évidemment, si Christine Villemain, par exemple, était accusée d'avoir tué son fils à un moment, et qui en est totalement innocente, avait une pensée, bah, évidemment, elle portait plainte pour diffamation et elle avait eu gain de cause à ce moment-là. La mise en demeure, bon, ça c'est de la censure judiciaire, le droit de réponse, qui me semble intéressant aussi, mais qui est assez peu pratiqué finalement, me semble-t-il, pour la littérature. Et puis, ce qui me semble le plus fréquent aujourd'hui, c'est la ligne éditoriale politique de la maison, surtout en France actuellement, qui est modulable en fonction des intérêts engagés. Donc, évidemment, qu'un livre qui va à l'encontre des valeurs de l'actionnaire principal aura tendance à être moins publié aujourd'hui. Voilà. C'est, à mon avis, je ne sais pas si Mathilde, on pourra en discuter. Est-ce que cette ligne éditoriale politique
ensuite, enfin, on revient à une forme de censure ou non. Euh, c'est une question qui mérite d'être posée, en tout cas.